Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Lucas.fr. Lucca. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Jean-Baptiste de Belair, dit JB, Jean-Baptiste de Belair, sur On n'a jamais fait comme ça, dans ces superbes locaux rennais. Merci Jean-Baptiste de ton accueil. Merci Florent de nous rendre visite. Avec plaisir. Je triche un peu parce que je connais Jean-Baptiste. On se connaît depuis de nombreuses années. Maintenant, Jean-Baptiste a énormément grandi et son entreprise a énormément grandi. On va en parler. Cette entreprise s'appelle Steeple. On va revenir sur cette société qui dit révolutionner et améliorer la vie au travail. Tout un sujet hyper important en 2023 quand on connaît les difficultés de recrutement, les difficultés de fidélisation et d'engagement des collaborateurs. On va revenir sur tout ça. Mais avant de commencer, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens? Waouh. Grande question pour commencer. On va commencer par moi Jean-Baptiste de Belair, j'ai 32 ans et donc j'ai jamais vraiment travaillé. Ça, c'est aussi un point important puisque Steeple, j'ai lancé à la fin de mes études en école de commerce. Pour comprendre aussi un petit peu mon parcours, ce qu'il faut voir, c'est que mes parents sont entrepreneurs. Ils ont travaillé dans la grande distribution, ils travaillent encore dans la grande distribution. Et c'est ce qui les a amenés, par exemple, à lancer les premiers magasins Leclerc en Pologne également. Donc, je les ai pas mal suivis. Moi, je n'avais pas de grand-chose à dire à 8 ans. Mais... Ouais, okay. Et puis... Tu parles polonais ? J'ai parlé polonais, okay. Mais là, ça fait 14 ans. Mais oui. Ouais, j'avais des amis polonais et je parlais polonais. Donc après, on est revenu en France, dans le Finistère Nord. Donc, on n'a pas choisi le Finistère Nord. C'est le Finistère Nord qui nous a choisis. Il y a peu de gens qui choisissent le Finistère Nord. Nos amis brestois vont adorer. Vont apprécier. Et puis, après, j'ai fait une école de commerce à Rennes parce que, dans l'idée, dans la grande distribution... aussi, c'est souvent des entreprises qui se transmettent de parents à enfants. Ce que j'allais dire, pour reprendre, j'imagine, les super ou les hyper de ta famille. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était un peu le plan tout établi, sauf qu'il y avait un petit problème à ça, c'est que j'avais pas forcément envie. D'accord. De reprendre. Pourquoi tu n'avais pas envie de reprendre ces grandes surfaces ? Déjà parce que j'y avais, depuis mes 15 ans, travaillé. Donc, je connais aussi le monde de la grande distribution, les collaborateurs qui, avec finalement un secteur qui n'attire plus beaucoup. On dit souvent que les collaborateurs, ils viennent pour 10 jours, ils y restent 10 ans et que c'est pas forcément une vocation. Et puis aussi parce que, ayant fait beaucoup de philosophie, il y avait quelque chose que je comprenais pas et un jour, j'ai compris quand j'ai entendu cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « Les pères ont des projets, les fils ont des destins ». Et moi, j'avais cette envie d'avoir mes propres projets. D'accord, ok. Cette envie d'avoir une légitimité, une crédibilité, et donc de ne pas faire ce qu'on attendait de moi, mais d'avoir ma propre vie. Ok, très clair. Donc tu fais une école de commerce ? Oui. Tu fais laquelle ? L'école de commerce de Rennes. D'accord, ok. C'est Rennes. Ok. Et là, j'ai la chance de participer à un master entrepreneurial qui a une particularité, c'est qu'il mélange des étudiants de l'ESC et des étudiants de l'INSA. Puis une autre particularité, c'est tout est fait pour qu'on crée son entreprise à la fin. D'accord. Et donc tout part de là. Et finalement,
de cette réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est la communication interne, et notamment pour les étudiants. Ok. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis après, il fallait manger. Et donc, on s'est dit que pour gagner de l'argent, les étudiants, c'était peut-être pas le mieux. Et donc, on est allé voir les entreprises et on a découvert que la communication interne, c'était très important pour les entreprises, qu'il y avait beaucoup de remises en question. Et puis moi, ça fait écho aussi à toutes ces années que j'ai passées avec mes parents, à la table de mes parents. Ils me parlaient toujours des problèmes de communication, alors sous diverses formes. C'est « Oh, il y a telle rumeur qui s'est amplifiée. Oh, si jamais ils savaient ça, on aurait évité ça. » Et puis finalement, ce qu'on pouvait appeler le dialogue social, la paix sociale qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et donc, cette plateforme qu'on avait avant pour les étudiants, l'a transposée pour les entreprises, avec un problème, c'est que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'on est en 2015 et on dit, donc tu vois, on lance dans le magasin de mes parents, qui est notre laboratoire formidable. On lance le truc et puis sur une entreprise de plus de 200 collaborateurs, tu as 20 personnes qui allaient. Et globalement, quand on interviewe les gens, ils nous disent... Mais ils allaient où d'abord? Parce que tu me dis, ils y allaient? Ils allaient sur la plateforme qu'on avait créée. Okay, d'accord. Cette forme de réseau social interne, cet outil de communication interne. Donc, tu en avais quelques-uns qui y allaient, mais la grande majorité n'y allait pas. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient parce que nous, on n'a pas le réflexe, on n'a pas envie d'aller sur un outil après le boulot, et en plus, on n'est pas connecté. Et donc, un matin de juin 2016, après avoir maintes fois réfléchi, je me dis, mais en fait, ce qu'il faut, c'est non pas forcer les gens à y aller, mais leur proposer, leur mettre à disposition l'information. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des grands écrans tactiles dans les salles de pause. Et pour toutes ces personnes qui n'étaient pas forcément connectées, ils avaient au bout du doigt toute l'information de l'entreprise. Et ça a été le switch dans le projet. Et c'est ce qui a fait qu'à partir de 2017, on a commencé à commercialiser vraiment la solution. Ok. Aujourd'hui, avant qu'on aille un peu plus loin, effectivement, on va aller un peu plus loin sur Steeple en soi. Tu nous as parlé effectivement de ton intérêt pour ce monde de la communication interne, ce monde RH. Ça fait maintenant presque 8 ans que tu es dans cet univers. Quel conseil inspirant tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait lancer sa boîte, son entreprise dans le monde des RH? Quel est ton recul sur notre fonction quelque part? Alors, déjà, un conseil entrepreneur, c'est d'aller voir les RH. Tu n'es pas RH toi-même? Non, voilà. Non, mais moi, ce que j'ai vu vraiment, c'est finalement les RH, ils travaillent main dans la main avec la direction. Et aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est toutes ces choses qui germent de par un manque de communication. Et ce que je dirais à ces gens-là, c'est aller écouter les RH, mais aller plus loin que leurs demandes, finalement. Et essayer de poser les 5 pourquoi qui mènent aux problèmes clés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent de la notion de sens dans l'entreprise. Et il y a un énorme potentiel sur 2 choses, c'est que les entreprises restent dans des modèles très traditionnels alors que les collaborateurs, eux, évoluent très vite. Et ce qui crée un fossé et un décalage très, très important. Et qui dit fossé dit forcément plein de solutions à mettre en place. Ouais. Et surtout sur la partie digitalisation. Exactement. On ne va pas comprendre que dans sa vie privée, hors de l'entreprise, on ait des outils qui soient beaucoup plus intéressants et simples. Oui. Que dans une entreprise où on a l'impression que c'est encore un peu Zola de l'informatique dans certaines boîtes, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la différence entre le B2C et le B2B, c'est-à-dire des entreprises qui sont habituées à vendre à des consommateurs et d'autres plutôt qu'à des entreprises. Parce que moi, mon constat, c'est que dès lors où on s'adresse à des consommateurs, on est obligé de s'adapter à leurs nouveaux usages. Et donc, on va adapter les manières de communiquer, les manières de s'équiper, parce qu'il faut coller à ce qu'ils attendent. Par contre, quand on fait du B2B, c'est souvent aussi, et on le voit sur la communication, vivons heureux, vivons cachés, on a nos quelques clients. Et donc, on ne se digitalise pas, on ne se modernise pas. Et ça pose des problèmes sur cette nouvelle forme de communication qu'est la marque employeur. Et dès lors, on a des pénuries aussi sur ce domaine-là, mais on ne sait pas forcément communiquer et on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. D'accord. Donc du coup, tes premiers clients, ça a été la grande surface? Ça a été les Leclerc et les copains de tes parents qui... Par bouche à oreille, forcément, c'est la vie de toutes les boîtes. C'était ça ou tout de suite tu as été sur d'autres marchés que la grande distri? Alors il y a eu 2 axes. Il y a eu d'abord effectivement la grande distribution où il y a d'autres dirigeants de magasins qui... mon père me racontait, un jour il y a un magasin qui dit nous, là où on est bon, c'est la com externe, on a des applications, on a les réseaux sociaux, on a plein d'écrans en magasin. Par contre, quand il s'agit de la com interne, on n'a que les tableaux d'affichage. Et donc il lui dit, moi je suis en train de faire par une agence une application de communication interne. Wow.
Et mon père lui dit, bah, attends, viens, je vais te montrer un truc que je suis le seul à tester dans la salle de pause. Et c'est comme ça que ça a démarré, le bouche à oreille dans l'enseigne. On a aussi intégré le Vidage by CA à Rennes, qui est un accélérateur. Et donc, on a eu la chance que tout le Crédit Agricole amène les clients pour voir. Et donc, ça nous a généré d'autres. Et puis, tu vois, on a rebondi, c'est-à-dire qu'en ayant la grande distribution, on a eu après des fournisseurs qui passaient dans les bureaux, qui ont vu l'écran. Et ça a été ce bouche à oreille positif parce qu'on a la chance d'avoir finalement un logiciel qui est visible. Oui. Ouais, parce que aujourd'hui, en 2023, en face de toi, tu peux avoir du Slack, tu peux avoir du Teams. Pour toi, tu les vois comme des concurrents ou tu dis, en fait, rien à voir en fait. On peut avoir Slack dans l'entreprise et avoir Steeple. Florent, rien à voir. Okay. Mais non, parce que nous, notre concurrent, c'est le journal interne papier. C'est le bulletin de paie, pas le bulletin de paie, le tableau d'affichage papier. Parce que. L'intranet, moi j'ai connu l'intranet, ça fait vieux coup. Mais imagine quelqu'un qui est à l'usine, qui arrive, qui pointe, qui passe au vestiaire, qui part en production, qui a 3 minutes toutes les heures de pause, et après qui rentre chez lui et qui n'a plus envie d'entendre parler de l'entreprise. Ouais. Mais on a vu. Il va pas aller sur Slack, il va pas aller sur l'intranet. Il va pas aller sur Slack, il va pas aller. De toute façon, il a peut-être même pas d'adresse mail pro. Enfin, non, c'est ce que je vis avec des clients. Hein. On a 80% de nos utilisateurs qui n'ont pas d'adresse mail pro. Ah oui, ok, d'accord. On a 80% qui ne travaillent pas sur des ordinateurs. Donc tous ces outils-là, alors on a vu des folies, c'est-à-dire que même certains vont prendre l'intranet, ils vont le mettre sur des ordinateurs qu'ils vont mettre dans la salle de pause. Enfin, ils essayent de bricoler comme ils peuvent. Certains vont imprimer des pages de l'intranet et puis le mettre dans le bulletin de paye. Okay. Enfin, donc sur ce segment de collaborateurs non connectés, on est la seule solution au monde qui soit inclusive de par son côté phygital. Ok. Et quel que soit le job que je fasse dans l'entreprise, quel que soit mon niveau de responsabilité, j'ai accès à l'info. Exactement. Okay. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas 4 outils pour tes 4 typologies, des personnes qui sont au bureau, en déplacement, en télétravail, en production. Non, tu as un outil qui est disponible pour tout le monde. Et qu'est-ce qui t'est arrivé de plus fou, de plus drôle depuis que tu as créé ta boîte ? De plus fou et de plus drôle. Tellement de choses, c'est dur. Moi, ce que j'ai adoré, c'est toute cette première partie où j'étais sur le terrain, commercial. Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus fou et le plus drôle, mais c'est en tout cas ce dont je suis le plus fier. C'est-à-dire d'avoir lancé jusqu'au premier million de chiffre d'affaires, toute la partie commerciale, et après que ça a pu grandir comme ça. Et peut-être ce qui est le plus fou, c'est qu'on n'ait jamais eu besoin de lever des fonds. Ouais, parce que tu n'as jamais levé de fonds alors. Non, on est une exception. On n'est pas sur un podcast d'entrepreneurs où on ne va pas parler. Voilà, je conseille d'autres podcasts, Tech 45 pour ceux qui connaissent, qui est juste excellent. Et le bonjour à Sébastien Coinon. Mais donc, tu n'as jamais levé de fonds. Tu vis grâce à l'argent et tu grandis grâce à l'argent de tes clients. Exactement. Okay. C'est un modèle d'abonnement. S'ils sont contents, ils restent. Et comme ils sont très contents, ils restent. Et ça nous permet de grandir, peut-être plus lentement, mais beaucoup plus sereinement, avec de la bonne stabilité et aussi en mettant l'argent pour faire en sorte que les clients restent et pas pour en acquérir de nouveaux. Ok. Alors concrètement, quelles infos on trouve sur ce tableau ? Enfin, moi, je suis RH, je vais mettre quoi sur ce tableau en fait ? Il n'y a pas que le tableau. Et ça, c'est important puisqu'on peut avoir une application Android, iOS, on peut avoir accès sur son ordinateur. Donc, les gens, après, ils voient ça sur l'écran tactile et puis ils peuvent télécharger l'application s'ils le souhaitent. Déjà, il y a tout l'aspect RH de la vie du collaborateur. Donc, c'est-à-dire, déjà, on va les inviter en pré-boarding. On va leur envoyer une invitation, ils vont pouvoir rejoindre Steeple avant même d'arriver dans l'entreprise. Ok, alors, moi qui travaille sur la marque employeur, c'est juste énorme parce que excellent. Le sujet du pré-boarding des 3 mois, alors je prends pour les cadres, mais même sur des opérateurs de prod où c'est souvent 1 mois de préavis, où il ne se passe pas grand-chose, au pire du ghosting. C'est-à-dire que le lundi matin, j'attendais Jean-Marc, et Jean-Marc... le fameux no-show. Voilà, à 9h, il n'est pas là, il est en retard, il a loupé son bus, non, mais il ne viendra jamais en fait. Ouais. Et ça, d'accord, donc vous l'utilisez déjà en pré-boarding. Exactement, comme ça. Et puis tu vois les visages des personnes, tu vas faire un tour sur l'annuaire, tu vois les publications. Donc ça, c'est important. Pour tous les nouveaux arrivants, aussi à leur publication. Nous, on va jusqu'à faire des vidéos, mais dans les entreprises, tu sors ton téléphone, tu fais une photo, un petit texte sur la personne qui vient d'arriver. Donc, si jamais il y a beaucoup de monde, tu fais des sessions, tu fais des photos et tu présentes à chaque fois les prénoms des personnes. Donc, tu vas sur l'arrivée. Ensuite, tu vas voir sur tout ce qui est la mobilité interne, pouvoir prévenir sur la mobilité interne, pas apprendre autour d'un café que telle personne est passée à tel poste. Pareil sur les promotions internes, expliquer. On dit souvent, ah oui, nous on est une entreprise où on peut avoir de la promotion interne. Ah oui, mais montrez-le. Ouais.
dites-le et qu'on n'apprenne pas ça encore au détour d'un... Ah oui, Jean-Marc, le fameux Jean-Marc, tu sais, qui va être augmenté, qui va changer de poste, pardon. Ouais. Et avec du vrai, du pas vrai, et qui est vite compliqué. Exactement. Et donc tout ça, et puis même jusqu'à la fin, avec l'offboarding, avec l'annonce des départs, que ce soit en retraite, mais quand ce soit aussi d'une autre entreprise. Donc tu vois, sur toute la vie RH du collaborateur, il y a plein de choses à dire. Et puis après, tout l'événementiel de l'entreprise, c'est les événements qu'on va faire, les séminaires, pouvoir publier des photos, des vidéos, pouvoir communiquer sur le CSE, pouvoir communiquer sur les contrats gagnés, les offres d'emploi. Pareil, on veut transformer ses collaborateurs en ambassadeurs. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut au moins qu'ils soient au courant de ce qu'on recrute, quels sont les postes qu'on recrute. Donc on va pouvoir communiquer sur les offres d'emploi et sur les réseaux sociaux, on va pouvoir... J'aime bien ton sujet sur l'offboarding parce que autant tu as parlé du pré-boarding, c'est-à-dire j'ai un accès alors que je suis toujours pas collaborateur, j'ai pas de bulletin de paye quand je suis en pré-boarding. Je quitte l'entreprise. Est-ce que tu as des clients aujourd'hui qui maintiennent un lien avec leur ancien collaborateur grâce à Steeple ? C'est-à-dire j'ai toujours un accès à Steeple de ma boîte, alors que de mon ancienne boîte du coup, alors que je l'ai quittée. Eh bien, tout à fait. Moi, j'ai des exemples, même du côté de mes parents. Ouais. Dans le magasin, il y en a plein d'autres qui disent, nous, notre directeur qui était là depuis 30 ans, il était vraiment, il est encore dans la communauté Steeple et il continue de liker, de suivre. Et ça permet aussi, au bout d'un moment, il va peut-être dire, c'est bon, mais en tout cas... C'est pas... On peut gérer des alumni comme ça, éventuellement. Exactement. D'entraîner, d'avoir des salariés boomerang quelques temps après, parce que ça peut être un objectif. Ça peut, effectivement. Donc, il y en a qui le font. Ok, ouais, on peut l'utiliser, je dirais, avant et après être salarié. Tout ça, c'est chouette. J'aimerais qu'on vienne un peu sur la culture aussi de Steeple. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand j'ai préparé ce podcast, que je l'ai préparé pour info, je suis allé bien sûr sur votre site web. En bon marque employeur que je suis allé voir le site carrière, etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait télécharger votre culture book et votre EVP. Alors, le EVP, c'est l'Employee Value Proposition, la proposition de valeur que vous réservez à vos salariés. Alors déjà, pourquoi tu as mis ça en place ? Parce que ça, c'est assez rare. Enfin, honnêtement, j'en vois pas beaucoup d'entreprises qui ont cette transparence sur la culture. Et puis, bien sûr, j'ai plein de questions sur la culture de l'entreprise. Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi le message que tu veux faire passer ? Et quels sont les objectifs ? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors déjà, pourquoi tu as mis ça en libre téléchargement ? Alors, effectivement. Ces 2 documents. Peut-être avant de répondre à cette question, je vais dire pourquoi on les a créés. Oui. Parce que ce culture book, il est quand même très, très spécial. Et on a toujours eu une culture assez forte chez Steeple. Tout le monde doit dire ça, mais en tout cas, c'était important à un moment donné dans l'entreprise de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut garder en grandissant et qu'est-ce que finalement n'est pas la moelle épinière de l'entreprise. Et ce culture book, à travers des choses qui sont classiques, c'est-à-dire des valeurs, l'histoire, c'est des expressions aussi qu'on peut entendre dans les bureaux, c'est des anecdotes qui ont fait l'histoire de Steeple, tout ça sont concentrés dans le culture book. Et puis, donc c'est ce qui nous permet de nous rattacher à quelque chose en grandissant. Et puis en fait, quand tu as une culture, et avoir une vraie culture, c'est avoir une identité et ne pas plaire à tout le monde. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Et t'acceptes qu'en le lisant, on te dise « Ah, moi, je ne postule pas chez eux. » quoi. Mais au contraire, je suis très heureux. Mm-hmm. Quand quelqu'un ne postule pas chez moi après s'être renseigné, c'est très bien, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Le temps qui est perdu à essayer de se montrer plus beau qu'on ne l'est et finalement de décevoir au bout de quelques mois en disant « mais c'est pas du tout ce que j'imaginais ». Et tu le sais mieux que personne, la marque employeur sans un vrai travail sur les valeurs, sur la culture, sur qui on est, limite, peu importe de dire que nous, on vend du tabac, on veut que les personnes trouvent du plaisir, même si ça leur fait du mal à la santé. Bon, c'est un axe, on vend pas du tabac, c'est pas nous, mais tu vois ce que je veux dire. Même des entreprises qui peuvent être dans des axes qui peuvent être compliqués pour recruter. Un peu clivant, ouais. Il faut qu'elles assument. Il faut qu'il y ait un alignement total. C'est à partir du moment où il y a un désalignement que ça devient compliqué. Et cet alignement, ça permet de se dire, voilà ce que tu vas trouver chez nous. Et pour que les personnes, quand elles recherchent de l'information, elles se disent « Ok, je me projette ou je ne me projette pas », c'est pour ça qu'on met à disposition beaucoup de contenu. Et le plus qu'on ait fait finalement, c'est ce qu'on appelle Steeple Inside. C'est un documentaire d'1 heure qui retrace l'année dernière, et on a un 2e épisode cette année, qui retrace 1 an de la vie de l'entreprise par une caméra en interne. Et donc, les personnes peuvent regarder cet épisode et se dire « Ok, est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise ou est-ce que je n'ai pas envie ?»
Bon, je mettrai les liens de tous ces moyens de communication dans le descriptif de l'épisode pour les gens qui nous écoutent, mais parce que c'est assez atypique. Du coup, je suis candidat. Dans le parcours candidat, vous demandez à ce que les personnes aient regardé cette vidéo d'1 heure, aient lu les documents. Est-ce que vous allez l'interroger ? Voilà, à quel moment ça rentre dans le parcours candidat ? Est-ce que c'est un parcours obligé, par des questions, par un moyen X ou Y, ou est-ce que tant mieux si la personne l'a regardé et lu ? Alors, je vais Quelle attente tu as en fait ? Dans nos 5 valeurs, il y a l'humilité, l'honnêteté, l'ambition, la passion et il y a la curiosité. Ok, donc très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors évidemment, ça dépend des métiers. Mais si une personne dit « écoutez, vous m'avez contacté, je suis là pour voir un peu ce qu'il y en est », ça n'arrive jamais à moi. Oui. Moi, je les vois à la fin et j'ai normalement plus besoin de toucher, de voir ça. Donc oui, mais il y a des gens, mais ils poncent toutes les vidéos, notre YouTube, le Culture Book, tout est lu et ils arrivent et c'est extraordinaire. Quand tu vois ça, c'est extraordinaire. Ouais, parce qu'en plus, ça peut occuper parce que vous produisez beaucoup de vidéos, des vidéos que je ne peux que conseiller. Et on va être très clair, Steeple n'est pas un client de mon entreprise et je ne suis pas payé pour faire la promotion de Steeple. Il n'y a pas d'enjeu financier. Mais la qualité des vidéos que vous produisez, c'est digne des plus belles agences de com qu'on peut trouver. Donc, on peut y passer du temps à regarder toutes les vidéos qui ont été produites, pour certaines sérieuses, d'autres plus humoristiques. Mais rejoindre une entreprise, c'est pas quelque chose de léger. Et je pense que ça, c'est un point important. Et il faudrait que certains passent un petit peu plus de temps à se renseigner. Alors ça, c'est intéressant, mais on est quand même dans un temps où les candidats sont aujourd'hui plutôt en attente d'être séduits par les boîtes. C'est-à-dire que je me mets en posture, je suis sur LinkedIn ou ailleurs. Alors LinkedIn pour une population, il y a d'autres moyens. Séduis-moi en fait. Dis-moi pourquoi je viendrai chez toi. Alors que là, tu leur donnes du contenu et tu leur dis, maman, aussi, appropriez-vous la boîte, quoi. Moi, nous, ce qu'on voit, c'est des personnes aussi, et c'est la différence entre finalement des mercenaires et des missionnaires. Okay. Nous, on attire des collaborateurs qui se projettent dans notre mission, qui se projettent dans notre culture, qui ont envie de rejoindre ce projet. Et on les nourrit justement sur plein de contenus pour qu'ils se disent « Ok, j'ai envie de m'impliquer et de travailler, de me réveiller tous les jours pour ça. » Et je trouve, et encore une fois, j'apprécie quand les personnes font plein de recherches parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller loin ensemble. Ok. Tu as parlé du Culture Book, tu as moins parlé de l'EVP, du document EVP. Quelle différence tu vois entre ton document EVP et ton document Culture Book ? En fait, c'était un propos radical, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à structurer les RH, trop tard, et ça on pourra y revenir tout à l'heure, et ensuite le recrutement, ils sont venus me voir en me disant on va avoir besoin de matérialiser ce qui fait la différence de Steeple. Et donc moi, depuis le début, de toute façon, moi je suis un peu débile parce que je dis le seul avantage chez Steeple, c'est de travailler chez Steeple. Et donc, c'est le VP le plus fin du monde et ils me disent oui, mais t'es sympa, mais ça suffit pas. Et là, on a commencé à vraiment matérialiser et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient justement dans cette culture, mais qui n'étaient pas assez illustrées. Et donc, c'est des habitudes, des rituels, des façons de travailler. Et c'est, évidemment, il y a les tickets restaurants, mais c'est pas ça finalement. Qu'est-ce qui fait la différence quand tu es chez Steeple ? C'est l'autonomie, c'est l'exigence, c'est l'ambition, c'est le caractère international, c'est des locaux sympas, c'est aussi l'esprit, la camaraderie, la vie ensemble. C'est toutes ces choses-là qu'on peut retrouver et qu'on a matérialisées et qui maintenant, on peut le distribuer. D'accord. Tu dis que t'as investi trop tard sur les RH ? Ouais, beaucoup trop tard. C'est-à-dire concrètement, tu n'avais pas de professionnel RH dans ta boîte jusqu'à quelle taille ? 60, 70 ? Ah ouais. Tu n'avais pas de RH du tout ? Non. C'était toi en fait qui faisait office de RH ? Ah ça... Je pensais. Ah, ok. Et donc, c'est ça qui a... Je pense que ça a été ma plus grosse connerie de toute l'histoire de Steeple. D'accord. Penser que les RH, on pouvait le faire comme ça. C'était pas un métier. Et j'exagère, hein, attention, mais... Et ça m'a coûté des choses. C'est-à-dire que... Par exemple ? Si tu vas voir sur Glassdoor des notes à un moment... alors il y a toujours des gens pas contents certainement, mais tu peux arrondir les angles. Et quand tu es un dirigeant, on est en train de manager 30 personnes, que tu as des gens qui ont rejoint un projet et qui ont peut-être pas envie de conquérir le monde et que toi tu tires très fort
et que ils se disent finalement ça me plaît peut-être pas autant et que les résultats sont pas là, voilà, il y a une manière peut-être un peu plus américaine de traiter les sujets parce que on n'a pas de rondeur, on n'a pas de et il semblait important que les RH soient là pour faire en sorte que tout se passe bien, pour faire en sorte qu'il y ait des process, même quand ça ne va pas dans une collaboration. Et ça, c'est arrivé plus tard. Et... Aujourd'hui, vous êtes 180, 200 ? Non, on est 110. 110, pardon. 110. Je m'emballe. Ouais. Vous êtes 110 collaborateurs et t'as combien ? À part si tu diffuses dans un an. Voilà. Non, c'est pas prévu. Et 110 aujourd'hui. Combien de personnes travaillent au service RH de Steeple ? 5. Ah oui, donc c'est un bel investissement que tu as fait. Du coup, t'as vraiment rattrapé. Donc nous, on met RH et recrutement ensemble. Ouais, ok, j'entends. Mais sur toute cette fonction-là, tu as investi aujourd'hui, tu as 5 personnes, enfin, tu as 5 salaires. Donc c'est un véritable investissement pour l'entreprise. 6 même, maintenant que je compte. Mais oui. Okay. Mais non, mais parce que c'est clé. C'est clé, et il y a plein de choses de bien faire. Et c'est important parce que, et aussi, c'est un alignement avec qui on est. Ouais. Notre slogan, c'est la vie au travail. Alors, nous, ceux qui écoutent et qui se demandent est-ce qu'ils veulent rejoindre Steeple, mais c'est pas parce qu'on a notre slogan la vie au travail aussi qu'il n'y a pas cette exigence et cette ambition qui font partie de nos valeurs. Mais c'est un peu le work hard, play hard. On travaille dur, on a un objectif. Par contre, on a un respect très strict de la vie professionnelle et de la vie privée, des horaires. Il n'y a plus personne à 18h quand tu viens. Oui, parce que les plus... Alors, je ne vais pas faire de clichés, mais les plus jeunes générations attendent autre chose. Semaine de 4 jours, tu t'envisages, tu l'as mis en place, tu l'as testé ? Certains veulent travailler 4 jours, ils travaillent 4 jours. Mais c'est pas... c'est pas institutionnalisé ? Non. C'est pas toi, en fait ? Non, et puis... c'est pas actuellement pour l'entreprise. Parce qu'on entend beaucoup parler de ce sujet-là. Je prends ce sujet-là. Welcome to the Jungle qui l'a mis en place, etc. Et... C'est pas un sujet pour nous. C'est pas un sujet pour toi ? Non. Nous, okay. Parce que, en fait, ils travaillent peut-être 5 jours, mais ils ont beaucoup de flexibilité. Et je ne veux pas rogner sur cette flexibilité pour justement faire en sorte que ça rentre dans 4 jours. Je préfère qu'ils aient des semaines plus cool avec des horaires plus resserrés, oui. Et que ce soit pendant 5 jours et que ce soit plus cool pendant 5 jours. D'accord. Et sur l'autre aspect qu'est le télétravail, là, moi je suis aujourd'hui dans les locaux, je vois bien qu'il y a pas 110 personnes, donc il y a forcément des personnes. Alors, tout le monde n'est pas à Rennes, mais il y a aussi des personnes aussi hors de Rennes. Ouais. Là, vendredi, oui. Là, mais ce qui est classique, ce qui est classique. Du full remote, tu l'envisages aussi ? On en a. Vous en a... Ouais, d'accord. Donc tu peux être ouvert au full remote parce que tu as une expertise particulière ou... Déjà, on a des équipes commerciales à Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse. On a un bureau à Barcelone, à Francfort. On ouvre à Milan. Et après, on a des développeurs qui sont aussi en Normandie. Donc, D'accord. Ouais, donc tu as cette ouverture d'esprit sur l'organisation du travail, plus que sur ce qu'on nous rabâche en ce moment. Enfin, moi, c'est un sujet qui me titille, où il faudrait faire la semaine de 4 jours pour tout le monde, quoi. Moi, je suis pas convaincu de ces sujets comme toi, de manière très claire. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il faut faire attention. Est-ce que ça correspond à la culture de l'entreprise ? Et est-ce que c'est des vraies attentes aussi des collabs ? Et puis, tu vois, en plus, derrière la semaine de 4 jours, c'est quoi ? C'est semaine de 4 jours de 35 heures. Dans ce cas-là, ça change rien. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse pointer mes personnes. Oui. Est-ce que c'est la semaine 32 heures ? Mais dans ce cas-là, c'est payé combien ? 32 heures ou 35 heures ? Enfin... Semaine de 4 jours, c'est pas juste un truc comme ça. Et quand tu commences à creuser, à demander aux collaborateurs, mais attends, tu veux quoi ? Tu veux pointer tous les jours et faire 35 heures ? Mais il n'y a pas de souci dans ces cas-là. Ou tu veux quoi ? Tu veux être payé 32 heures ? Mais il n'y a pas de... Enfin, on s'arrange. Si vraiment les gens veulent... Et il y a des gens qui me disent, moi je veux être à 80%, d'autres à 90%. On a cette flexibilité qui nous évite de devoir être complètement en mode, on va faire du marketing, mettre en place la semaine de 4 jours. Parce que aussi les gens, on est dans un... C'est aussi on parle de l'EVP, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on viendrait chez nous plutôt qu'un autre. C'est aussi du marketing. Et se dire qu'on fait la semaine de 4 jours, chez certains, combien en font réellement dans leur entreprise ? C'est la question. Ok. Quelle est ta plus belle réussite RH et ta plus belle connerie RH ? Au-delà de ne pas avoir mis la RH assez tôt en place. Alors, la plus belle réussite, c'est qu'on a 30% de mobilité interne dans l'entreprise, tous les ans. Ok, ce qui est énorme, effectivement. C'est dingo. C'est-à-dire qu'on a une telle
culture d'entreprise qu'on montre Ok. qu'en fait, on attire des collaborateurs qui viennent postuler et qui sont intéressés, ok, pour les missions, mais surtout pour rejoindre un projet. Et en fait, l'important, c'est pas forcément qui est à quelle place dans le bus, mais qui est dans le bus et qui n'en est pas. Et donc ça, c'est ce qui fait que quand un collaborateur est là, il évolue énormément, mais que ce soit entre services, entre pôles aussi, donc nous on appelle services et pôles, mais il y a des gens qui ont fait plusieurs pôles, qui sont passés du marketing au produit, au commerce. Et voilà, l'important, c'est aussi, il faut être capable de challenger. On a des jeunes qui sont presque hyper actifs et des moins jeunes aussi, et qui veulent tester d'autres choses. C'est mieux de changer de travail dans la même entreprise, et ça, c'est la clé. Donc réussir, continuer à ça. Et donc le corollaire de ça, si tu dis que tu peux bouger énormément dans le bus, c'est qu'il faut être très exigeant sur qui fait partie du bus ou pas. Et donc ça nous emmène sur la deuxième partie qui est, il y a un moment, il y a une sélection qui est faite pendant le recrutement et aussi pendant la période d'essai et sur toute la vie du collaborateur avec une exigence pour savoir qui doit être dans l'entreprise ou pas. Et cette manière de vouloir préserver cette culture de personnes qui sont attachées au projet, qui ont envie d'évoluer, et après, ça s'accompagne avec de la communication interne parce que quand tu te sépares de personnes et que dans ton métier, c'est de créer du lien, il y a du lien très positif qui sont créés entre les gens. Et des fois, c'est pas évident de séparer le pro du perso dans une entreprise. Oui. Donc, quand il faut dire, écoute, on va pas valider la période d'essai de ton collègue, alors que eux, ils passent du temps à vivre ensemble et qu'ils se disent, mais attends, c'est quoi, c'est Steeple, mais on crée du lien. Et là, oui, mais il y a une exigence professionnelle. Et ça, c'est un équilibre qui est très fin et pas toujours évident. Est-ce que tu vas te séparer de quelqu'un qui est dans la culture de l'entreprise à 200% et qui va avoir de moins bons résultats que les autres? Ou est-ce que tu vas plutôt te séparer de quelqu'un qui a d'excellents résultats, qui performe, qui surperforme, par contre culturellement qui n'est pas trop dans l'esprit? Quel choix tu vas faire? J'ai envie de faire une réponse faire une réponse de Normand. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est incompatible, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas dans la culture. Ok. Ça, les soft skills, si elles sont pas présentes, finalement, si tu as ces valeurs-là que je t'ai citées tout à l'heure, tu as l'ambition et la curiosité. Donc, même si tu n'es pas bon sur une mission, si tu as ces valeurs-là, tu vas les apprendre. Et donc là, on va mettre beaucoup d'argent sur la formation, sur l'accompagnement des collaborateurs, et même sur un peu le fait d'aller découvrir un métier en interne, et puis si ça ne te plaît pas, de pouvoir en changer. Faire évoluer, il y a de la mobilité, il y a de l'évolution, mais encore faut-il en avoir envie et se donner les moyens. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est clé pour toi. Ok, très très clair. Tu m'as pas dit quelle était la plus grosse bêtise RH que tu avais faite? Je pense que... J'ai oublié de me répondre. Mais si, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, c'est la plus grosse bêtise. Ah oui, mais tu avais dit que j'avais pas le droit de redire que c'était de mettre les RH trop tard. Oui, voilà. Est-ce que tu t'es dit, voilà, j'ai fait une bêtise peut-être sur tel ou tel aspect RH de l'entreprise, et tu as changé depuis, hein, évidemment, tu n'es pas resté figé sur cette bêtise? Mais je pense qu'il y a certaines fois où, sur la question que tu viens de me poser, est-ce qu'une personne qui peut être performante mais pas dans la culture, des fois, justement, tu dis, ok, bon, il n'est pas trop dans la culture, mais on peut l'accepter. Et juste pour des raisons de performance économique, et puis au bout de quelques temps, de toute façon, tu te prends toujours dans les dents. Et moi, si j'ai créé Steeple, c'est pas pour devenir millionnaire, c'est pour avoir un projet d'impact mondial et tous les jours venir avec le smile au boulot. Il n'y a qu'une vie. Si tu kiffes pas venir au boulot, et donc pour ça, ça passe par quoi? Ça passe par avoir des super collègues que tu as envie, parce que c'est une aventure humaine. Voilà, et plus que d'avoir des top performers, ça c'est le plus important. Ok. Une équipe soudée, impliquée. Ok. Il y a des entreprises qui t'inspirent? Quelles sont les entreprises qui m'inspirent? Toi, en tant qu'entrepreneur RH, est-ce qu'il y a des entreprises qui t'inspirent alors qui peuvent être soit des entreprises RH comme toi ou des corporates, peu importe, où tu te dis waouh, ce qu'ils ont réussi à faire, quelque part on copie-colle jamais, mais ça me fait cogiter sur ma boîte. C'est dur parce que peut-être dans tes clients, parce que tu as 1200 clients peut-être aujourd'hui. Dans ce millier de clients, est-ce qu'il y en a certains où tu te dis, franchement,
Certes, ils m'ont choisi en tant que Steeple, donc plutôt content, mais ils sont top, quoi. Mais ils sont tous top. Ah. Non, mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est aussi des entreprises où tu vas avoir des métiers qui vont être durs. Tu peux avoir de l'industrie, du bâtiment, tu peux avoir même des abattoirs. Et en fait, il y a dans ces entreprises, parfois des entreprises familiales, qui vont réussir à se réinventer et qui vont réussir à faire naître quelque chose de très positif, qui vont organiser des journées des familles, qui vont vraiment cultiver cette entreprise familiale où tu dis, OK, on n'a peut-être pas le meilleur métier du monde, on peut se le dire. Par contre, on vit une aventure ensemble et on a du plaisir à travailler ensemble. Et c'est finalement de transformer presque ces pépins en pépites et en tirer du bon. Ok, et ça c'est intéressant parce que je pense à tes clients, à ces clients-là qui ont peut-être effectivement des métiers qui sont difficiles, qui n'attirent peut-être pas au premier abord, Antoine. Et comment créer, avec l'outil Steeple, comment créer une campagne de communication interne qui va être efficace? Qu'est-ce que tu mettras en place? Déjà, il y a un élément qui est important, c'est le sens. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus important. Tu sais, c'est la fameuse histoire du tailleur de pierre là, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que tu as un tailleur de pierre qui est là au bord de la route, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, il dit « je construis une cathédrale ». Et on sous-estime, je trouve, l'impact de communiquer à tous les collaborateurs quelle est leur mission, quel est ce qu'ils font finalement. J'étais l'autre jour avec une entreprise qui fait des cartes informatiques. Et en fait, ça sert à envoyer dans des satellites dans l'espace. Et je lui dis, mais est-ce que les personnes-là sont conscientes de ce qu'elles font? De l'impact que ça peut avoir pour... Et c'est très différent d'arriver à un dîner et de dire, bah, je fais des cartes informatiques ou j'envoie des satellites dans l'espace. Et c'est tout ce qui fait la différence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable, quand on fabrique des choses, eh bien, de voir l'impact final, donc des photos que pourraient faire les commerciaux à la livraison. Enfin, quand tu fais des prestations, c'est aussi d'avoir les remerciements des clients. Nous, on a tous les mardis, on a les mardis les clients. Et les mardis les clients, c'est des verbatims, des témoignages qui sont faits de par nos clients aux commerciaux. Et donc, c'est noté pour que les personnes qui fabriquent le produit aussi, ils soient au courant des bons retours, mais aussi des mauvais retours. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu dis, OK, bah, ce bug-là, voilà ce qu'il a provoqué comme mécontentement. Et ça, cette nouvelle fonctionnalité, voici les retours. Le sens. On se lève pour avoir du sens. Ok. Comment tu arrives à engager tous tes collaborateurs sur ce projet? Par une communication interne toi-même, importante? Ah ben oui. C'est-à-dire que nous, on a plein de rituels. Ouais. Donc, tu vois, je t'ai cité les mardis les clients. Les vendredis, on a les Friday Wins où on va célébrer toutes les victoires de la semaine. Ensuite, on va avoir les mercredis RH, on va avoir plein de petits rituels comme ça, on va avoir des événements. Là, on vient de finir l'événement de rentrée avec un discours de rentrée suivi d'un séminaire de rentrée. Tous les mois, on a les jeudis tout, le deuxième jeudi du mois. Quel jeu de mots. Ah, mais... Attends, c'est d'out voltage. Donc là, on le passe en anglais, ça c'est un autre sujet RH. Et oui, parce que c'est une question que je l'avais pour après celle-là. Et donc, en fait, tu arrives à impliquer les collaborateurs en étant transparent. En étant transparent et finalement en n'ayant pas une relation hiérarchique, en disant, bah voilà, moi je vous fais confiance, je vous donne de l'information, on va jusqu'à donner notre trésorerie aux collaborateurs. Et là, à partir de là, bah voilà, soyez dignes de la confiance qu'on vous transmet. C'est-à-dire que ne paniquez pas si on parle d'investissement, c'est pas la même chose que de dépenses. Soyez conscients, si on vous témoigne notre note INPS qui baisse, bah on est tous responsables. Et en fait, c'est se traiter en adulte. Ok. Tu abordes un petit sujet qui était l'anglais. Steeple s'internationalise. Tu l'as dit, tu as des bureaux dans différents pays en Europe et tu as dit aussi que tu voulais impacter le monde. Donc, tu as des ambitions internationales très claires. Yes. Et... oh yeah. Je te le souhaite franchement du fond du cœur et je suis certain que par ton engagement ça va réussir, donc je suis pas inquiet, même s'il y a énormément de travail forcément derrière. Par contre, effectivement, ce discours d'entrée, j'ai vu ça je crois que c'est sur LinkedIn, où tu l'as fait en anglais. Oui. Tu vas changer la langue de travail de l'entreprise? Non. Ah, c'est-à-dire que si moi je parle pas anglais, je peux pas venir chez toi? En fait, on va pas être débile. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé au discours de rentrée, c'est Ouais. que là, il y a début d'année, j'avais dit, préparez-vous, le prochain discours de rentrée sera en anglais. Ça vous laisse 9 mois pour vous former. Formez-vous sur les bases de quoi être
capables de suivre un discours en anglais. Donc, on a prévenu et on a dit que c'était important parce que là, on a des équipes qui ne parlent pas français. On commence à avoir des D'accord, ok. qui ne parlent pas français. On a 7 personnes en Espagne, à Milan, à Francfort. Et donc, Oui, tu vas pas leur demander de parler français, puis si Non. demain tu vas en Indonésie, c'est bien gentil, mais à un moment ça va être compliqué. Ouais. donc Ouais, ouais. j'ai prévenu. Ouais. Et là, on switch les mensuels. C'est-à-dire que les discours de rentrée et les mensuels. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a déjà plein qui travaillent en anglais. Mais quand il s'agit de personnes qui vont traiter que la France, j'ai pas envie qu'on ait ce truc en mode tout le monde switch. Ok. Je veux du pragmatisme. Ok. Et le pragmatisme, c'est si on arrive à mieux communiquer en français ou en espagnol. Enfin, on va pas demander non plus Oui. aux Espagnols de parler en espagnol, en anglais. Ouais. Donc, Ah, parce que c'est des choses que je vois dans des entreprises où Mais on oui. parle international, donc maintenant tout le monde parle anglais. Je dis, bah écoutez, vous êtes gentil, mais c'est pas si simple que ça en fait. non, c'est pas mon avis. D'accord. Ouais, du bon sens quoi. Ouais. Ouais. Du bon sens, la mesure. du bon sens paysan entre guillemets, Ouais. mais qui fonctionne très très bien et de s'adapter. Mais par contre, tu veux effectivement aider aussi Ah mais ces oui. personnes-là, parce que par ton acte parce que je m'en vois, tu parles anglais forcément par les études que tu as fait, mais par ton acte, tu encourages peut-être ceux qui n'osent pas, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, ou osent pas de se dire oh, j'ai un accent pourri ou j'ai un vocabulaire qui est bof, de se dire bah vas-y quoi. Lance-toi et puis après et puis tu vas t'améliorer. De toute façon c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on grandit. C'est pas en téléchargeant Duolingo et puis en faisant des applications. Tous les sens. Exactement. Voilà, donc, Et c'est exactement, c'est à un moment tu te jettes et puis tu vois les gens après le discours ils étaient là trop bien, bah c'est bien parce que là maintenant tu as montré l'exemple et puis en plus comme mon anglais est loin d'être parfait, bah tout le monde se dit attends, même lui avec son accent, il est capable de faire 1h30 de discours avec une session de questions-réponses improvisée en anglais après. Bon, bah vas-y, j'y vais. Le temps tourne, Jean-Baptiste, JB. Comment tu vois l'avenir de la communication interne? Alors, c'est une question vaste, mais quelle tendance tu vois pour ces prochaines années autour de la communication interne? Sur la communication interne, ce qu'on voit, c'est qu'elle est en train de rattraper la communication externe. Et c'est encore une fois en lien avec ce que je te disais en début d'épisode, sur ceux qui étaient habitués à communiquer en externe, c'est les meilleurs pour communiquer en interne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que le consommateur à qui ils parlaient, en fait, c'est le même que celui qui est à l'intérieur. Tu n'as pas deux humains, un qui est à l'extérieur et l'un à l'intérieur de l'entreprise. Donc la communication interne, c'est la communication de demain, c'est la communication externe d'aujourd'hui. Celle où il y a de la vidéo, celle où il y a des gifs, celle où il y a des shorts, des réels, de tout ce que tu veux. C'est une manière de s'adresser à un public pour faire passer des messages. Alors c'est intéressant parce que c'est pas la culture des RH souvent. Les RH sont souvent des très bons professionnels des ressources humaines, peuvent être des très bons professionnels du droit, de la réglementation, etc. Mais sont pas toujours très à l'aise avec ces sujets de communication et de marketing. Est-ce que vous accompagnez vos clients aussi à grandir? Parce qu'une fois qu'ils ont installé Steeple, que l'outil est rentré, il faut l'alimenter bien sûr avec du contenu. Est-ce que vous aidez aussi la profession RH à oser aller plus loin en termes de communication? Nous, on a des consultants, on a beaucoup de ressources, on a une Steeple Academy aussi pour se former sur la communication interne. Là, pour tes clients? Et pour tout le monde. Ah, ok. Tout le monde peut aller sur Steeple. Après, il y a la Steeple Academy. Ils ont une formation pour se former sur la communication interne. Et après, ils ont un joli diplôme. Donc, il y a plein de choses. Et puis, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que dans de plus en plus d'entreprises, il y a ce rôle de communicant qui arrive comme ce consultant interne. C'est moins la personne qui est là en mode « Bon, bah écoute, tu pourras m'afficher ça, me faire un Word et puis m'afficher ça. » C'est « Bon, ok, là, on travaille sur un plan de transformation, je sais pas, sur un déménagement d'entreprise. Ok, est-ce que tu peux nous aider là-dessus ?» Et c'est un travail qui commence à se faire entre le communicant, le RH, la direction. Et c'est hyper sympa de voir comment ça s'impose dans les entreprises. Ok. Tu mets de l'IA dans ta solution demain? On est en train de travailler et de réfléchir à ça. Déjà, tout simplement, pourquoi? C'est parce que avec nos clients, on leur dit, bon, vous voulez des idées pour présenter un nouvel arrivant? Venez, on va voir ce que fait ChatGPT. Bon, bah oui. Tu fais un prompt aujourd'hui, demain tu l'intègres dans la solution et directement tu dis présentez Florent Le Tourneur en quelques lignes avec un peu d'humour, paf, et là on espère que ça fera une belle publication et ça aidera tout simplement les entreprises. Ouais, faire gagner du temps et puis aider les personnes qui sont pas forcément à l'aise. C'est un peu le syndrome de la page blanche, ça arrive à plein de gens. Ah, mais on a nous une liste, on a déjà plus de 1000 idées de publication sur notre plateforme où tu peux taper les mots-clés. Tous les mois, on propose une vingtaine basées sur le contexte
des dates, des Oui. éléments comme ça. Tu vois, on fournit des kits pour aider à communiquer aussi autour de la Coupe du Monde, pour créer du lien en interne, pour les séminaires, pour les événements de fin d'année, pour comment annoncer les vœux aussi, accompagner le dirigeant dans sa prise de parole pour les vœux de début d'année. Donc, on a plein de contenus comme ça sympa. Ok, excellent. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? C'est quoi le futur de Steeple? Ah, bah vas-y. Alors, quel est le futur de Steeple? En fait, mais très bonne question. Ah, ouais. J'ai beaucoup préparé. Hein. Non, mais celle-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que on a en fait de plus en plus d'entreprises qui apportent des outils sur l'expérience collaborateur. Et ça, donc, je sais pas, tu peux avoir de la conciergerie, de la restauration, des avantages, du covoiturage, plein de trucs. Et en fait, ils ont un savoir-faire et ils se rendent vite compte qu'il leur manque le faire-savoir. Et donc, ils sont là. Donc, d'abord, ils commencent par adresser des entreprises avec que des gens connectés. Et puis, comme ils sont tous en train de se battre sur les entreprises avec des gens connectés, bah, ils vont voir s'ils représentent la grande majorité en France des gens où il y a aussi des gens non connectés. Et là, ils se disent « Ah oui, mais comment je fais pour communiquer avec ces gens-là ?» Et donc, c'est à partir de là, ils entendent parler de Steeple et ils viennent nous voir, ils disent « Ouais, bah, est-ce qu'on pourrait se brancher sur Steeple ?» Et c'est ce qu'on est en train de créer, un système d'API qui va permettre demain à chacun de créer son app sur Steeple. Donc, je sais pas, demain, tu as un outil de gestion d'emploi du temps, tu vas pouvoir te connecter. Tu as un outil de covoiturage. En fait, tu fais une super app. C'est une super app. Ouais, tu t'élargis effectivement l'usage de Steeple. Exactement. Clairement. Là, par exemple, notre première vraie app qu'on est en train de développer, on l'appelait Jobs. Donc, ça peut intéresser les RH, qui sort en fin d'année. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup sur cette notion de cooptation et de mobilité interne. Qu'est-ce que c'était? C'était de la communication. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'expliquer aux collaborateurs quels sont les postes qui sont ouverts et de laisser deux possibilités aux collaborateurs, soit de dire « ça m'intéresse », soit de dire « ça peut intéresser quelqu'un que je connais ». Voilà, cooptation et mobilité interne. Et c'est ce qu'on est en train de développer pour la fin d'année, quelque chose qui s'imbrique parfaitement dans l'outil, qui permet de faire des publications directes, qui permet d'aller sur la messagerie instantanée pour prendre contact aussi avec les RH et de faciliter juste... Demain, on pourrait poser ses congés, on pourrait réserver ses billets d'avion professionnels, on pourrait valider ses notes de frais. Enfin, j'en sais rien, on peut... Super app. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, j'entends beaucoup les RH qui me disent « T'as les outils RH, il y en a plein, il y en a de plus en plus. C'est chouette, hein, il y a vraiment plein de choses qui sont faites. J'en diffuse sur ce podcast. Mais j'ai peur d'avoir 15 outils, quoi, en fait. » Ce qu'il faut savoir, pour 250 000 collaborateurs aujourd'hui, on est la seule application professionnelle sur leur téléphone personnel parce qu'ils ont choisi de télécharger. Et les clients nous disent, on ne veut pas qu'il y ait plein d'applications, on en veut une et on veut que ce soit vous. Donc branchez-vous avec les autres. Donc moi, ce que j'appelle ceux qui font des apps justement à venir nous voir parce qu'il n'y aura qu'une application de faire savoir et le reste, ce sera du savoir-faire. Ok. Qui tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast à destination des professionnels RH? Est-ce que tu as en tête, soit comme toi, un homme ou une femme qui a entrepris dans le monde des RH que tu trouves inspirante ou inspirant, ou un DRH ou une DRH ou un manager RH, tu te dis, qui peut être un client ou pas un client d'ailleurs, c'est pas le sujet, tu dis, ça j'aimerais bien l'entendre sur ce podcast. Alors, j'avais pas prévu, mais tu as ton sponsor de l'émission et qui a un copain qui est François Xavier, et en fait qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est actuellement à travailler sur 2 entreprises, qui est à la fois sur une entreprise de logiciels, mais également sur une entreprise familiale plus traditionnelle. Et je trouverais ce podcast extraordinaire qui nous explique ce grand écart qu'il vit au quotidien. Alors, je ne sais pas si tu pourras faire ça avec... je en parlerai à François-Xavier, évidemment. Ouais, évidemment. Mais je suis comme toi. Ça m'interpelle parce que ces 2 entreprises, en plus, elles sont en réussite. Ouais. Il est sur 2 business models qui n'ont strictement rien à voir, 2 cultures d'entreprise qui n'ont strictement rien à voir. Et en plus, j'ai la chance de connaître François-Xavier, une humilité à toute épreuve. Donc je ne sais pas s'il va accepter de venir parce que c'est pas forcément son ADN numéro 1, mais je lui proposerai et j'aurai besoin de ton aide, du coup peut-être. Ah, peut-être. Ok. Merci pour cette suggestion. Est-ce que tu écoutes des podcasts, JB? Ouais. Est-ce que tu auras un podcast que tu aimes, alors qui n'est pas forcément RH d'ailleurs, que tu aimes bien, qui te fait du bien, avec lequel tu es à l'aise? Mais le problème, c'est que tu l'as cité tout à l'heure. C'est lequel? C'est Tech 45. Tech 45 parce que c'est très entrepreneur. Ouais.
Après, j'écoute aussi autour du produit. Mais non, celui-là, Tech 45, pour un entrepreneur, même toi, tu l'as cité. Ouais, parce que parce que effectivement, j'ai loupé aucun épisode. J'ai écouté tous les épisodes de Tech 45 depuis le premier, parce qu'effectivement, il y a de la qualité, il y a de la variété. Et Sébastien Coinon, en plus, a un ton, bon, c'est un ancien journaliste, mais un ton effectivement très bienveillant et en même temps très curieux. Et donc, je trouve que c'est riche, en fait, en l'écoutant. Et je pense que même quand on n'est pas qu'on n'est pas entrepreneur, ça je voulais dire, ça se doit de se traiter écouté. Alors, effectivement, il y a des sujets des fois de levée de fonds. Bon, quand on est RH, c'est moins notre quotidien. Mais il y a des sujets autour de la culture d'entreprise, des sujets autour du management qui sont hyper inspirants. C'est pas un podcast RH, mais des fois, ça peut être un podcast RH, en fait. Voilà. Ok. Merci. Si besoin, on peut te contacter comment? Est-ce que t'es joignable par LinkedIn? Ou est-ce qu'on passe par quelqu'un d'autre? Enfin, voilà, j'ai envie de te parler. Je fais comment? Sur LinkedIn, mais il faut mettre un message dans l'invitation. Sinon, tu réponds pas. Ouais, j'ai 300 invitations et puis quand je clean au fur et à mesure, si je sais pas. Ok. Donc, vous pouvez contacter JB sur LinkedIn, mais mettez-lui un petit message. Ouais. Et par contre, je suis très ouvert à plein de choses si je sais de quoi il s'agit. Ouais. Donc, bon, par contre, quand c'est des messages un peu comme moi où j'en reçois beaucoup de commerciaux qui veulent me vendre des trucs en tout genre, des fois je réponds un peu moins. Voilà, j'ai pas dit que je répondais toujours, mais j'ai dit que s'il n'y avait pas de message, c'était sûr que c'était non. Ok. Dernière petite chose, et avant on conclut, tu vas lancer, parce que j'ai découvert ça, je crois, hier, tu vas lancer le Tour de France de l'expérience collaborateur. Est-ce que tu veux en parler? Allez, t'as 1 minute. C'est la tournée, donc ça commence le 16 octobre. Et on fait de 5 villes. Donc on part à Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse. Et on fait une table ronde avec des professionnels autour de l'expérience collaborateur et l'impact de l'expérience collaborateur, comment on peut s'en servir pour la marque employeur. Parce que comme je t'avais entendu un jour le dire, et ça m'a même beaucoup marqué, quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et donc, il faut prendre soin de l'intérieur avant tout. Ouais, je l'ai repris de Thomas Chardin, qui était mon invité numéro 1 de ce podcast et à qui je fais un coucou. Merci Jean-Baptiste. Merci pour ton temps, merci pour ton franc-parler, merci pour tes convictions et merci pour ton accueil. Et puis, je souhaite moi une longue vie à Steeple et une longue vie internationale à Steeple. Merci Florent. Merci à tout le monde. À bientôt, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.